Alors, salut et bienvenue dans notre cours de HeroCode 7, conception géotechnique. Ok, je pense que c'est la deuxième vidéo sur le chapitre numéro 3, ok, qui est les essais au labo et des essais in situ. Donc, précédemment, on a parlé de ces trois premiers points-là, jusqu'à là. Donc, cette vidéo, on va essayer ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Cette vidéo, on va voir c'est jusqu'à ces 4 points. Je pense on va parler des essais sur le terrain, tests de laboratoire, ok? Et puis, valeurs caractéristiques, comment estimer les valeurs caractéristiques à partir des valeurs dérivées. Les valeurs dérivées, ce sont les valeurs qu'on obtient directement à partir des tests sur le terrain et des tests au labo. Ok? Ici, là, c'est une erreur, hein. Peut-être qu'on va corriger ça. Donc, ça, là, c'est ici. Ok? Voilà, ce sont les points qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, essais sur le terrain, quels sont les différents tests in situ qui sont couverts par HeroCode, qui sont acceptés par HeroCode. Tests de laboratoire, quels sont les différents tests au labo qui sont acceptés par HeroCode. Et comment obtenir les valeurs caractéristiques. Je pense que dans la vidéo précédente, on avait parlé c'est quoi valeurs caractéristiques et valeurs dérivées. Valeurs dérivées, c'est ce qu'on obtient directement des tests, et des tests au labo ou bien sur le terrain. Et à partir des valeurs dérivées, on obtient les valeurs caractéristiques. Comment obtenir donc les valeurs caractéristiques? Et pour finir, ce sont les points clés de, de ce chapitre. Donc, essai sur le terrain. Donc, l'Eurocode, la deuxième partie de l'Eurocode 7 couvre ces points-là. Les tests au cône et pisocône. Les tests de cône au pisocône. Il s'agit de ces tests-là. Donc, pisocône là, CPT ou CPTU. Cone Penetration Test en anglais. Donc, ces tests-là vous permettent d'avoir des résistances des pointes à la base du cône qui est là, et les frictions là aussi. Donc, ça qui est là. OK? Donc, si vous mesurez les pressions interstitielles là, vous allez obtenir, vous allez faire les CPTU, CPTU en anglais. OK? Donc, il y a aussi les tests pressométriques, tests au dilatomètre flexible, tests d'intrusion standard. Ça, c'est les tests de pénétration standard. OK? C'est la traduction qui n'a pas bien marché. OK? Standard penetration test. Et test de sondage dynamique. Sondage de poids. Et test à la girouette sur le terrain. Je ne sais pas trop si ces noms-là sont trop justes, parce que c'est juste la traduction en anglais. Mais je pense que ce qui est en rouge ici, là, c'est bon. Dilatomètre plat. Chargement des plaques. Je pense que ces tests-là, le nom. Test de chargement de plaques. Donc, et dans la prochaine vidéo, on va prendre des exemples de comment obtenir les paramètres du sol à partir de ces tests-là. Ça sera un exemple comme celui-là. Par exemple, à partir des CPT, les cônes là, à partir du test cône, on peut avoir certaines valeurs, certaines informations du sol. Par exemple, là, ce sont des valeurs
des valeurs typiques. On va dire ici, on va dire juste, c'est comme des gammes, quoi. Comme des gammes de valeurs selon la valeur de la résistance du cône, là. Le cône qui est là. Vous voyez ici? Voilà. La tête, la résistance du cône, selon les différentes valeurs obtenues, il y a des gammes de valeurs pour l'angle de friction interne, pour les modules de Young, et le module de Young. Par exemple, si c'est ça, very loose, ça veut dire très lâche, le sol est très lâche. Loose, c'est lâche. Medium dense, c'est moyennement dense. Et dense, c'est vraiment dense, quoi. Very dense, très dense. Très compacté. OK? Donc, il y a des intervalles de valeurs. Si la résistance du cône la varie entre 0 à 2,5, c'est 1 mégapascal, hein? Donc, l'angle, on dit que l'angle de friction du sol va varier entre 29 et 32 comme ça. Voilà. Et le Young modulus sera, le module de Young sera inférieur à 10 mégapascal. OK? Donc, passons maintenant aux tests de laboratoire. Quels sont les différents tests de laboratoire qui sont acceptés par l'Aérocode? La deuxième partie de l'Aérocode nous donne ces différents tests. Ce sont les essais de classification, d'identification et de prescription des sols, les essais d'analyse chimique du sol et des eaux souterrains. Ce sont des tests d'indice de résistance du sol, des essais de résistance du sol, des essais de compressibilité et de déformation du sol, des essais de compactage du sol, comme le Proctor par exemple, les essais, les tests de perméabilité pour déterminer le coefficient de perméabilité du sol, par exemple, et les essais de classification des roches, tests de gonflement des matériaux rochers et essais de résistance des matériaux rochers. Voici un exemple, par exemple, pour les tests hédométriques incrémentaux, le nombre minimum d'essais recommandés pour une couche de sol. Okay? Si la valeur de I hédométrique là, de I hédométrique est supérieur à 50%, donc le nombre, si vous n'avez pas d'expérience, c'est écrit sinon, vous devez avoir au moins 4. Expérience moyenne, 3. Et si vous êtes vraiment expérimenté, vous pouvez faire seulement 2. OK? Donc, pour chaque intervalle de valeur de I hédométrique, là, il y a des nombres de tests recommandés, le nombre d'essais recommandés. Ça, c'est juste un exemple. Donc, quand on va faire dans la prochaine, à partir de la prochaine vidéo, si ce chapitre, on va faire des exemples pour montrer comment déterminer donc les valeurs caractéristiques à partir des tests de labo. Donc, valeurs caractéristiques des données géotechniques. Parce que ce sont les valeurs caractéristiques qu'on utilise pour faire le dimensionnement. OK? Donc, ces valeurs caractéristiques-là sont obtenues à partir des résultats des tests, c'est-à-dire à partir des valeurs dérivées. Donc, comment on calcule la valeur caractéristique? D'accord? Donc, dans la première partie de l'Aérocode 7, c'est cette section-là, on dit que la sélection de la valeur caractéristique des paramètres géotechniques doit être basée sur les résultats des valeurs dérivées. Valeurs dérivées, ce sont les valeurs qu'on obtient à partir des tests, à partir des essais au labo ou in situ. Okay? Donc, obtenir à partir de ces valeurs-là, valeurs dérivées, de ces labos ou sur le terrain, complétées par l'expérience. Si vous êtes un ingénieur expérimenté, votre expérience va jouer.
une expérience donc bien établie. Okay? Le principe de base est que la valeur caractéristique d'un paramètre géotechnique là, doit être sélectionnée comme une estimation prudente de la valeur affectant l'apparition de l'état limite ultime par exemple. Okay? Donc, vous devez faire attention. Okay? So, et cette section contient des explications générales. Donc, si vous prenez cette section de l'Eurocode, de la première partie de l'Eurocode 7, on dit la ligne directive importante dans ce paragraphe 10 là. Ce paragraphe donne une ligne directrice importante. Okay? Dans la note suivante. Si la manière d'évaluer quantitativement les données d'essai. Donc, si la méthode statistique, si des méthodes statistiques sont utilisées, la valeur caractéristique là, doit être dérivée de telle sorte que la probabilité calculée d'une valeur pire résistant l'apparition de l'état limite considéré ne dépasse pas, ne soit pas supérieur à 5%. OK? Donc, tout ça pour dire, si vous vous basez sur des statistiques pour choisir votre valeur caractéristique là, vous devez faire de telle sorte que vous avez 95% de sécurité. OK? Toute valeur qui est supposée amener à l'état limite doit avoir une probabilité d'apparition de 5%. OK? C'est même explication là qui est là. Donc, à cet égard-là, une estimation prudente de la valeur moyenne est une sélection de la valeur moyenne de l'ensemble limite des valeurs des paramètres géotechniques avec un niveau de confiance de 95%. Vous devez être sûr que la valeur caractéristique que vous allez donner là devait être confiant à 95% que cette valeur-là est la bonne. Okay? Que vous n'allez pas rencontrer sur le terrain une valeur qui est très, très, très faible par rapport à cette valeur-là, par exemple. Vous devez être à 95% confiant et qu'il n'y aura pas une valeur sur le terrain. Toutes valeurs sur le terrain, sur le site que vous allez rencontrer, aura une probabilité de 5% de causer l'atteinte à un état limite donné, état limite ultime ou état limite de service. Tout ça là, c'est parce que, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, on avait fait un graphique là où il y a plusieurs tests. On a dit F, c'est pour le field, c'est pour les tests sur le terrain. L, c'était pour les tests de labo. Supposons que vous avez deux tests de terrain et deux autres tests de labo. Donc, vous avez fait 4 tests. Ces tests-là sont différents. Par exemple, on a montré tout de suite qu'il y a différents tests, non? OK? Il y a différents tests sur le terrain, il y a différents tests au labo aussi. Si vous faites, supposons, 4 tests, chaque test va vous donner, quand je dis test là, c'est des essais, hein? Je parle des essais. Chaque essai va vous donner un résultat. Supposons que vous cherchez l'angle de friction, l'angle de friction là. OK? L'angle interne, l'angle de friction interne des grains. Donc, cet angle-là, c'est une valeur géotechnique. Hein. Donc, cet angle-là, supposons que vous faites 4 tests et les 4 tests vous donnent des valeurs de cet angle différents. Prenons, un donne 35, l'autre donne 38, l'autre donne
42, l'autre donne 48, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, ça, là, ce sont vos valeurs dérivées qui viennent des tests. Donc, la valeur caractéristique que vous devez prendre là, vous devez être sûr que cette valeur-là, il n'y aura pas une valeur quelconque qu'on va rencontrer qui va être vraiment très faible et qui va causer l'état limite, un état limite quelconque, par exemple. Supposons que vous prenez, après les 4 valeurs, là, vous faites et statistiquement et vous obtenez quelque chose. Parce qu'on a dit, il y a la 6 méthodes statistiques. Et puis vous prenez la valeur 42, par exemple. OK? Disons 40. Parce que j'avais cité quoi? J'avais dit 40, 35, 38, 42, et puis 48. Supposons que vous prenez, après tout ça, vous prenez votre valeur caractéristique égale à 40. L'angle de phi égale à 40. L'angle de friction interne. Maintenant, vous savez que si jamais, parce que le sol, les valeurs, les caractéristiques du sol changent avec les différences. Ça peut changer même à 1 mètre. OK? Maintenant, quelle est la probabilité que vous obtenez dans un endroit donné, sur votre site, un sol dont l'angle de friction interne là est très bas, disons par exemple 30, et que les 30 là, si c'est 30, ça va causer l'état limite ultime où le service sera atteint, ne sera pas respecté. OK? Supposons que les résultats que vous avez là, les 35, 38, 42, 48 là, supposons que tous ces valeurs sont acceptables. Mais dès que ça arrive, peut-être 30, ce 30 là va faire état limite. Si jamais dans vos calculs, la manière dont vous avez fait vos calculs, si jamais, en réalité, si le terrain, il y a quelque part où le sol là, l'angle là, c'est 30. Et que ce 30 là va causer le non-respect, c'est-à-dire l'état limite ultime sera dépassé. Donc, il faudra que dans votre probabilité la statistique, que cette valeur de 30 là, ne soit pas atteinte. La probabilité d'atteindre, d'avoir la valeur 30 là, sur le terrain là, soit 5%. OK? Et que la valeur 40 que vous avez trouvée là, sa probabilité soit peut-être, par exemple, probabilité d'obtenir cette valeur sur le terrain soit à peu près 95%. Quelque chose comme ça. C'est un peu compliqué quand même. Donc, il y a des formules qui sont acceptées pour calculer des formules statistiques hein, qui sont largement acceptées pour calculer les valeurs caractéristiques. OK? Donc, dans notre cas, on va dire que XK, c'est ça la valeur caractéristique. Donc, voici la formule qui est donnée. Donc, le XM là, c'est la valeur moyenne arithmétique. Donc, si dans les tests, les 4 essais que j'ai dit, 2 essais labo et 2 essais in situ. Donc, vous avez 4 essais. C'est-à-dire, donc, chaque essai va vous donner un résultat. Donc, vous allez avoir 4 résultats. Donc, la moyenne de ce résultat-là, c'est ça qui est valeur arithmétique moyenne, valeur moyenne arithmétique. Vous voyez un peu la chose. Okay? Et les X, les Vx là, ça c'est le coefficient de variation statistique aussi. Il faut aller revoir votre cours de statistiques mathématiques. OK? Ou regardez si la playlist, mon cours de mathématiques terminale là, il y a statistiques là-bas, il y a un cours de statistiques là-bas. Vous pouvez regarder là-bas aussi. Vous allez voir. C'est Kn, cette valeur Kn là.
c'est une valeur aussi, un coefficient statistique qui est fonction du nombre de résultats. Par exemple, dans le cas que je donne, l'exemple que j'ai donné, le nombre de résultats, c'est 4. Oui, c'est 4. OK? Et la probabilité sélectionnée pour l'apparition des XK. Par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, j'avais donné comme les 4 valeurs là, 35, 38, 42, 48. Et j'avais dit, voilà, la valeur, un exemple, valeur caractéristique 40. Quelle est la probabilité pour que cette valeur 40 là, on puisse avoir exactement cette valeur 40 sur le terrain? Quelle est la probabilité pour qu'on puisse avoir cette valeur là sur le terrain? OK? Donc, la probabilité d'apparition, c'est de ça qu'on parle ici. Ça va dépendre. De toutes les façons, il y a des références, il y a des bouquins qui vous donnent ces valeurs-là sans problème. OK? Donc, et si aussi les coefficients des variations-là est connu ou non. Est-ce que ce coefficient-là est connu ou bien ce n'est pas connu? Donc, tout ça, là, ça va affecter la valeur de Kn. Donc, les valeurs pour Kn peuvent être trouvées dans le tableau des manuels de statistiques. Également dans certains manuels de mécanique du sol ou d'ingénierie du sol. Voici des exemples de références que vous pouvez utiliser pour avoir ces valeurs si vous voulez. Et il y a cette référence-là qui propose une autre formule. Voilà, très simple. Cette formule-là, vous devez juste savoir l'écart type. Ça aussi, c'est un terme statistique. L'écart type, je vous conseille, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, soit vous cherchez sur Internet, soit vous allez sur le cours de mathématiques terminales. Dans ma playlist mathématiques terminales, ça existe, tout est expliqué là-bas. Écart type, et même probabilité, ça est là-bas. OK? Je pense que quand on va faire des exemples, à partir de la prochaine vidéo, on va faire des exemples. Comment calculer les valeurs caractéristiques. Donc, vous allez mieux comprendre. Donc, partons au résumé des points clés qu'on a vus dans ce chapitre-là. On a parlé de planification des investigations de terrain dans les chapitres précédents. Donc, on a parlé de l'emplacement du point d'enquête. Bon, ça, cette partie-là, c'est vraiment cette partie du chapitre enquête et essai du sol là, c'est vraiment pour ceux qui font les expériences. Si vous êtes un designer, si vous êtes quelqu'un qui fait les dimensions, les dimensionnements, vous recevez juste la valeur. Mais vous devez au moins juger la valeur. OK? Donc, euh, emplacement donc du point d'enquête, quel endroit il faut aller faire des prélèvements ou bien des forages ou bien des tests, par exemple CPT, la profondeur des points d'investigation. Par exemple, la fois passée, quand on a fait un exemple sur les fondations profondes là, on avait dit il y avait 3 critères, je pense, pour la profondeur des choses, des investigations pour la fondation profonde. Je pense qu'il y a l'une des critères, c'est que le minimum, c'est 5 mètres. OK? L'échantillonnage, combien d'échantillons il faut avoir, quel endroit il faut avoir l'échantillon. S'il y a plusieurs couches, les sols à plusieurs couches, tout ça. Et c'est sur le terrain. Ça, c'est des planifications, hein, d'abord. Les essais sur le terrain, ça, c'est ce qu'on vient juste de voir. On vient de voir qu'il y a plusieurs tests, il y a plusieurs essais sur le terrain. CPT, il y a plein de choses. Donc, tes essais là vont nous donner les paramètres du sol. Je viens de donner un exemple où on peut obtenir les paramètres du sol à partir du CPT, et test des cônes là, pénétration au cône.
Donc, test de labo aussi. Le nombre de minimum de tests qu'il faut faire au labo. OK? Il faut faire plusieurs tests. Ce n'est pas seulement un seul test. La valeur caractéristique, ça c'est ce qu'on vient juste de déterminer. Valeur caractéristique là, statistiquement, comment vous déterminez la valeur caractéristique? Donc, évaluation statistique de la valeur caractéristique. D'accord? Comment vous faites pour évaluer ça caractéristiquement? Voilà, à peu près. Donc, je pense que c'est tout. Et prochainement, dans la prochaine vidéo, on va prendre un cas concret et puis essayer de déterminer les valeurs caractéristiques à partir des tests, des résultats des tests, c'est-à-dire à partir des valeurs dérivées. Je pense que c'est tout, hein. Merci beaucoup.